Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre. C'est Club de l'Actu. C'est avec beaucoup de ravissement que nous vous retrouvons. Avec cette question, mesdames et messieurs, ce soir, tous les voyants politiques en Guinée sont-ils au rouge? Accord du 12 octobre en souffrance, nouvelle manifestation politique projetée par l'opposition, fracture entre classe politique et société civile autour du texte du nouveau code électoral. Et comme pour ne rien arranger, alors que son avenir est en débat au sein de l'univers politique, la CENI, l'organe de gestion des élections en Guinée, est miné de l'intérieur en cause un vent de fronde contre son président, accusé de concentrer trop de pouvoir entre ses mains, accusé aussi d'une gestion opaque des ressources de l'institution et d'avoir du mépris pour les autres commissaires, conséquence de tout ce bastringue politique et des élections locales qui se font toujours désirer dans notre pays. Question: existe-t-il une malédiction guinéenne à ne pas pouvoir organiser des élections de proximité? Que faut-il comprendre de ces incertitudes qui planent sur le processus électoral et démocratique dans notre pays? Comment sortir de l'impasse? Pour discuter de toutes ces questions, nous avons invité pour vous Honorable Amadou Damaro Camara. Il est député, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. On parle là aussi des présidentielles françaises. Second tour ce dimanche, qui de Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen s'installera au palais l'Élysée et quelle place pour l'Afrique dans leur politique? On essaie de poser la question ce soir dans cette émission. Pour interroger notre invité, sur ce plateau, Ibrahima Sori Traoré de Guinée7.com. Traoré, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Également sur ce plateau, donc en face de notre invité, Talibé Bari, il est de la radio City FM et du journal La République. Bonsoir Talibé Bari. Et tout à fait aux côtés de notre invité, Mamadou Ouri Diallo de Gangan Télévision. Bonsoir Ouri. Bonsoir. Et nous accueillons notre invité. Bonsoir honorable. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Première question, Imam Massouri Traoré. Oui, M. Damaro, il y a une actualité. Un des responsables de PDN de M. Lassana Kouyaté accuse M. Selou Dalen Diallo d'avoir accepté un traitement de 500 millions en tant que chef de file de l'opposition. C'est un projet, dit-il, qui est déjà discuté entre, je crois, l'Assemblée et le ministère des Finances. Quel commentaire vous en faites? Bon, merci de m'avoir invité. Le statut de chef de file de l'opposition est légal en Guinée. Il y a eu une loi en la matière qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et le chef de file est une institution. Ce n'est pas Selou, mais c'est une institution. Cette institution doit avoir un budget. Cette institution doit fonctionner. Et dans cette loi, le fonds de fonctionnement de cette institution est classé dans la catégorie des fonds de souveraineté. Donc il ne me revient pas à moi de dire écoute, il a 400 millions, il a 600 millions ou il a 1 million. Est-ce qu'il a 500 millions par mois, comme cela se raconte dans l'opinion? Je dis que pour cela... Parce que les réseaux sociaux se sont enflammés sur ces oui, vous faites souvent cette erreur. J'ai aussi appris ici, et c'est bien fait, comme on dirait... Je n'emploierai pas le mot pour leur bouche, mais c'est l'opposition qui dit au budget de la présidence qu'ils ont réparti en 12 mois pour dire voici le procès Alpha Condé à 1 milliard et quelques par jour. Alors qu'on dise aujourd'hui qu'il a 500 millions par mois, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Je ne commenterai pas le niveau du budget. Mais je sais que, et je le dis, et c'est une loi qui a été publiée au journal officiel, c'est que le statut du chef de file de l'opposition est une institution qui doit être dotée d'un budget qui a été voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Donc, qu'on aille à cette loi et on saura... Non, c'est mal dit de dire qu'il a un salaire.
Là, ce n'est pas, ça c'est le budget de l'institution et ce n'est pas 500, je ne vous dirai pas le montant, mais c'est loin de 500 millions. Oui, mais supposons que c'est 500 millions. Vous trouvez ça normal que le budget du chef de file de l'opposition soit à 500 millions, c'est-à-dire un demi-milliard par mois? Il dit que c'est loin de 500 millions. Je dis que c'est non seulement loin de ça, mais au Mali, qui n'est pas plus riche que la Guinée, c'est 500 millions de francs CFA, le budget du chef de file. Le budget annuel. Oui, le budget annuel. CFA. Annuel. CFA. Oui. 500 millions de francs CFA, c'est combien de millions de francs guinéens? Combien de milliards de francs guinéens? Allez-y. Peut-être 5 milliards. Peut-être 5 milliards. Multiplié par 73. 500 multiplié par 73. Par 73, bon. Allez-y, très vite. Oui, mais honorable, vous avez raison. Au Mali, ils payent beaucoup plus. Mais on a nos problèmes à nous. C'est-à-dire que le problème, pourquoi l'opinion est peut-être choquée, c'est qu'à l'Assemblée, on a comme l'impression que vous ne vous battez que pour vos sandwichs chacun. C'est-à-dire qu'il faut donner des véhicules aux députés. Après, on dit en Côte d'Ivoire, ils gagnent beaucoup plus de véhicules. Il faut leur donner un très bon salaire. On dit en Côte d'Ivoire ou encore au Congo, ils gagnent beaucoup plus et ainsi de suite. Quand il s'agit de justifier ce que vous pouvez gagner, vous trouvez de bons pays pour le faire. Mais quand il s'agit de parler de nos problèmes, vous avez de défendre le peuple. On a comme l'impression que, voilà, dans ce cas, les députés, ils sont peu inspirés. J'ai entendu ça plusieurs fois, que les députés à l'Assemblée ne sont d'accord que sur leur salaire. Être un homme politique en Guinée, on se rend compte que la politique coûte très très cher. Si vous faites un saut le lundi matin à mon bureau, ou même aujourd'hui à la maison, vous trouverez que nos pauvres 15 millions, c'est une goutte dans l'océan, dans nos besoins, face aux sollicitations qui nous sont adressées. Encore une fois, pour revenir à la question, il ne faut pas qu'on vote une loi et qu'on trouve que cette loi n'est pas bonne quand on est en train de l'appliquer. Nous avons créé dans notre constitution qu'il existe un chef de file de l'opposition. Un chef de file de l'opposition a beaucoup de choses à faire. Il a ses militants, il a ses déplacements, il a ses contacts, il a un besoin de fonctionnement si nous voulons aller vers la démocratie, comme on le dit chaque fois. Et en tant qu'institution, les députés, il y en a qui m'ont appelé pour me dire il faut que je confirme. Je dis je ne suis pas de cette nature. Je n'ai pas un langage en public et un langage en privé. Vous êtes député, vous avez voté ça. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, pour vos raisons politiques, que je vous dise oui, il a 500 millions, il a 300 millions, pour que vous l'utilisiez contre lui. Ce n'est pas comme ça que je vois la politique. Je ne vois pas la personne, je vois le chef de file en tant qu'institution. Républicaine. Est-ce que vous croyez, le chef de file de la majorité, vous avez participé à la prise de cette résolution pour... Mais absolument. Oui, mais effectivement, c'est pourquoi nous posons la question. C'est important pour éclairer l'entente de l'opinion, qu'on sache qu'est-ce que vous avez mis comme contenu dans cette résolution, qu'est-ce qui est prévu comme budget pour le chef de file de l'opposition. Non seulement j'ai participé, j'ai même demandé à ce que son budget lui soit notifié et que l'on mette en place la façon dont il peut trimestriellement accéder à ce budget pour son fonctionnement. On devrait lui trouver un siège, on devrait lui trouver un cabinet, on devrait le doter de véhicules, etc. On devrait assurer sa sécurité. Rien de tout ça n'est encore. En plus de tout ce qu'il a à l'Assemblée, un bureau à l'Assemblée, un véhicule. Il n'a pas de bureau à l'Assemblée, il n'a pas de véhicule à l'Assemblée. Il a eu un véhicule qu'il a acheté comme n'importe quel député. C'est les membres du bureau qui ont un véhicule. Vous êtes subventionné. Mais absolument, à 50%. Voilà. Donc, et les 50%. Donc il y a de l'argent public. Mais absolument. Mais nous travaillons pour le public. Mais est-ce que vous confirmez, honorable, que puisqu'il doit avoir il a un budget. Un siège qu'il n'a pas. Il a un budget. Il a un budget. Il a commencé à toucher, à utiliser ce budget. Il a un budget. Je ne connais pas le niveau d'exécution de ce budget. Mais il a commencé il a un budget. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas suivi les décaissements, mais il a un budget. Le ministre du budget, peut-être pour en comprendre plus. On va aller sur la crise de Bokeh avec vous, Talibé Baré. Honorable, depuis une dizaine de jours, la ville de Bokeh est sous tension.
on a vu un peu le niveau de violence qui a frappé cette préfecture minière et les revendications des populations de Bokeh, des jeunes de Bokeh, on a vu, portent davantage sur la misère que cette ville vit alors qu'elle abrite de grandes sociétés minières censées payer de l'argent à l'État et censées ristourner ces populations pour améliorer leurs conditions de vie. Comment avez-vous compris cette crise? Je crois que c'est une crise qui a été latente. Malheureusement, nous avons désormais une culture de violence. On exprime tout par la violence. Sinon, il y a autre moyen de se faire entendre. Et si les jeunes, ce n'est pas seulement les jeunes de Bokeh, mais les populations même de Bokeh, je crois qu'il manque à la politique minière de tous les gouvernements guinéens un aspect, c'est la participation des locaux à la répartition des revenus miniers. C'est ce chapitre qui manque. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que vous appelez participation? C'est-à-dire que aujourd'hui, les Guinéens participent en tant que chauffeurs, en tant que gardiens, service de sécurité, c'est tout. Il n'y a pas de société guinéenne. Quand je dis guinéenne, pas de nationalisée guinéenne, mais de guinéennes qui participent à la valeur ajoutée de l'exploitation minière. Je prends le cas du transport. Si on avait la loi pour dire que transporter les mines jusqu'au port doit revenir à des sociétés bien structurées, mais guinéennes, ce serait une valeur ajoutée. Ça fait des milliards qui auraient, ce serait une façon de répartir les revenus de ces revenus. Mais les camions qu'on utilise appartiennent à des Guinéens. Justement, attention, non, à des Guinéens aussi. Je vais en arriver. Il y a une des sociétés, IMS par exemple, qui s'est dit au départ, je vais laisser ça aux Guinéens. Il est même parti jusqu'à dire, je n'accepterai pas plus de 20 camions à un seul Guinéen, pour en avoir plusieurs. Il a même promis acheter des camions pour donner aux Guinéens, rembourser dans le transport. Et il a fait venir des camions qui sont détaxés, et au lieu de les donner aux Guinéens, il les a exploités lui-même en débauchant les chauffeurs des camionneurs qui se débrouillent, comme j'emploie le mot, qui se débrouillent sur le terrain. Il les a débauchés et finalement ces camionneurs, c'est un scandale ça. C'est un scandale. Vous ne l'avez pas dénoncé à l'Assemblée par exemple. J'ai d'abord demandé aux députés, tant de l'opposition que de la mouvance, originaire de Bokeh, d'adresser une lettre au bureau de l'Assemblée. Ça c'était au début du mois d'avril. D'adresser une correspondance et que le bureau de l'Assemblée appelle, convoque ou invite le ministre des Mines et les sociétés minières pour qu'on vienne discuter des complaintes de nos populations. Malheureusement, on était dans ce processus quand j'étais à l'intérieur, quand j'ai entendu que ça a éclaté. Mais n'empêche, nous allons le faire. Je vais vous donner un exemple. CBG a à peu près 50 ans ici. Beaucoup plus de 40 ans d'exploitation. Il y a un article 9 de la Convention de base de CBG qui dit que la Guinée a le droit de transporter du port jusqu'à destination, jusqu'à 50% de l'exportation de la bauxite. C'est à ce titre que Guinomar a été créé. Guinomar a fonctionné pendant 30 ans. Ils se sont débrouillés pratiquement à la tuer en tant que compagnie. Mais les majors, les partenaires de Rio Tinto, les Alcoa, etc., ils se sont appropriés aussi. Non, pas forcément. Ils se sont appropriés de ce transport au point que Guinomar a été, dès 2011, lui-même, Guinomar elle-même plutôt, a demandé à se retirer. Et c'est, imaginez-vous, c'est Guinomar qui dit, je me retire, mais j'ai 30 millions de dollars dans mon compte, vous avez 15 millions, j'ai 15 millions, et on se sépare. Et le professeur, en 2011 déjà,
a voulu que cette activité soit reprise par un Guinéen. C'est ainsi que Mori Diané, d'Amex aux États-Unis, qui a quand même une trentaine d'années d'expérience dans le transport, qui transporte pour toute l'Afrique et l'Asie mineure toute l'aide des États-Unis vers ces pays. Donc, qui a une réelle expérience à la matière. J'ai été moi-même témoin. J'ai été ici discuter avec eux. J'ai été aux États-Unis discuter avec eux. J'ai été même au Québec, au Canada pour discuter avec eux. Non, depuis 2011. Ah, d'accord. Jusque maintenant. Et ce monsieur qui a eu la possibilité, qui a eu les agréments. Vous faisiez en quelle qualité depuis 2011? Parce que vous n'êtes député que depuis 2013. Non, j'étais guinéen depuis 65 ans. D'accord. Voilà. Bon, Je suis guinéen depuis... Non, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ces majors, ces compagnies croient qu'ils ont désormais une autre interprétation de cet article 9 de la Convention de base de CBG. Ils refusent de l'appliquer. Et qu'est-ce qu'on entend? Vous êtes en train de dire que la crise de Bokeh, c'est la manifestation de l'échec de la gestion de la chose minière de l'État guinéen? C'est un cumul de frustration. Bokeh est le chef-lieu de cette région minière. On prend la bauxite en amont, on passe dans la ville, on va vers Kamsar. Bokeh n'a avalé depuis 40 ans que la poussière rouge. Vous n'êtes pas capable de trouver même une bonne pharmacie à Bokeh. J'étais à Sangaredi avant-hier. Je n'ai pas pu trouver un restaurant où manger à Bokeh. Ça, c'est inacceptable dans une zone comme Monsieur Damaro, vous êtes en train de... Il y a un besoin de refonte de cette politique minière, non seulement du gouvernement, mais culturellement, il faut que les compagnies comprennent que c'est une richesse qui doit être partagée. Les 0,8% qu'on donne à la communauté, il ne s'agit pas de cela. Il faut que nous soyons impliqués en tant que Guinéens dans l'exploitation pour qu'on crée aussi, c'est la seule façon de créer la richesse. Ce n'est pas les 0,2% de chiffre d'affaires qu'on ne contrôle même pas. C'est eux qui nous disent. Si on est arrivé à cette situation explosive à Bokeh, est-ce que ce n'est pas aussi ce manque de proactivité de la part du gouvernement? Parce que quelques mois avant, on a vu des alertes qui venaient de Bokeh, on a écouté des députés de l'opposition, des acteurs de la société civile, qui disaient que les citoyens en avaient marre d'avaler des poussières, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il fallait trouver une contournante. La question d'électricité et bien d'autres choses. Mais j'ai l'impression que le Premier ministre lui-même, qui était dans les mines, qui est un acteur du domaine des mines, n'a pas pu anticiper la crise. Est-ce que ce n'est pas eux qui sont... Le problème, c'est que nous ne faisons jamais face à nos réalités. Nous passons toujours par la politique pour le faire. Ça, c'est un problème qui concerne la Guinée. Ça, c'est un problème qui concerne tous les Guinéens. Il ne s'agit pas de l'opposition, ce n'est pas un problème ni de la mouvance, ni de l'opposition. Le rôle régalien absolument. C'est-à-dire que je dénonce un manque de politique depuis le début, pas pendant les dernières cette année, ce volet participation des locaux guinéens à la répartition des revenus miniers. Monsieur Damaro, quand vous parlez de participation, c'est à quel niveau? Parce que vous savez maintenant, quand on négocie, il y a ce qu'ils appellent le contenu local, où quand même ils font participer un peu la population, où on dit, même le code de travail... Le contenu local, c'est pas vrai. Le contenu local, c'est quoi? On se base sur les 0,2% ou 0,1% ou 0,50% qu'on doit donner à la communauté. Mais la sous-traitance... Et on ne sait pas. Justement, la sous-traitance, c'est un problème. Quels sont les sous-traitants guinéens qui sont là? C'est-à-dire que... Je vais prendre CBG. J'ai fait une émission sur RFI là-dessus. CBG, l'aluminium extrait de CBG jusqu'à nos jours, vendu sur le marché, même à la valeur actuelle, c'est 400 milliards de dollars. La Guinée n'a pas eu 5 milliards de dollars depuis que ça a commencé. Depuis que ça a commencé. Mais qu'est-ce qu'on considère? Seulement les redevances payées à l'État ou les 2 ou 3 milliards de francs guinéens, 100 000 dollars, 200 000 dollars, qu'on donne à la population, à des locaux, enfin à des élus locaux, qui n'ont même pas encore, si vous voulez, une idée de ce qu'on appelle
une gestion des ressources. Il ne s'agit pas de cela. À un certain niveau, si c'était des compagnies guinéennes qui avaient le transport d'aller de Conakry en Chine, ça, ce sont des revenus. Ce sont des millions de dollars. Quand on imposait que ce soit des Guinéens qui transportent des mines au port, ce sont des millions de dollars en fin de compte. C'est la seule et unique façon de participer. C'est-à-dire que nous devons améliorer. Vous posez quand même un problème très profond, c'est-à-dire qui parle même des relations économiques entre l'Occident et peut-être les pays du tiers-monde, parce qu'il se trouve que nous avons la bauxite, on a de la terre, on n'a pas d'argent. On n'a pas de matériel pour exploiter. Et quand vous dites par exemple que la CBG, ça fait 400 milliards de dollars. Pour moi, c'est un faux problème. Il n'y aura plus de la bauxite qui va germer ailleurs qu'à CBG. Ce sera à CBG. Il n'y aura jamais plus un deuxième Mont Simandou. Ils veulent aujourd'hui, ils n'en veulent pas aujourd'hui parce qu'ils ont un stock important qui va s'épuiser un jour. Ils seront obligés de revenir au Mont Simandou parce que c'est là où il y a le fer. Mais il faut que sont clairs. L'Indonésie a moins de bauxite, a moins de fer que nous. Ils ont commencé à un moment. Mais à un autre moment, ils se sont dit, nous donnons aux partenaires qui transforment sur place. Est-ce que vous croyez que c'est acceptable que pour des raisons d'énergie, entre guillemets, qu'on exploite rien que la bauxite pendant plus de 40 ans et qu'on n'ait même pas une raffinerie pour faire juste même quelques tonnes d'aluminium. On accuse le manque d'énergie. Mais ce n'est pas vrai. Vous en appellerez en faveur d'une renégociation de tous les contrats miniers dans la zone de Bokeh? Je n'appellerai pas comme ça, mais il faut être clair et ferme sur le contenu local qui doit consister à une meilleure répartition des revenus du pays. Et quand le président prend un décret pour donner une impulsion à cette nécessité, c'est que nous allons inviter le ministre des Mines, nous allons inviter les sociétés minières et nous pourrons aller jusqu'à nous autosaisir de ces conventions pour les amender. Bien. Si elles sont soumises. Bien. Et le président qui prend un décret qui érige Bokeh en zone économique spéciale, qu'est-ce que vous entendez par... On aurait dû commencer même par ça déjà. On aurait dû faire ça. Implication. C'est-à-dire que ça voudrait dire beaucoup plus de taxes, ça voudrait dire beaucoup plus de réalisations. Écoutez, est-ce que vous êtes... pourtant, certains pensent déjà que... Voilà, certains pensent déjà que c'est des exonérations. Voilà, peut-être. Que ça signifie en quelque sorte à l'endroit des... Non, ça c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise compréhension. Faire une école, combien ça coûte? Qu'on dise, on a fait une école, on a fait un centre de santé. Mais c'est tout ce que les compagnies, ils sont une dizaine dans cette zone. Bon, de toute façon, 500 millions de chefs de file de l'opposition peuvent faire une école de 3-4 classes. Peut-être qu'il va en faire. Peut-être qu'il va en faire, je ne sais pas. C'est vous qui avez... Non, c'est maintenant, il va en faire. Et je ne vous confirme pas les 500 millions. Ah d'accord, à peu près 500 millions. Non, pas à peu près non plus. Je ne vous donne aucun chiffre. D'accord, merci. Mais monsieur Damaro, peut-être si vous permettez, pour la fin de cette affaire de Bokeh, mais il y a un autre aspect, vous le disiez au départ, c'est la violence qui a suivi tout cela. Est-ce que vous n'avez pas... On a aussi comme l'impression que... l'État n'anticipe pas dans ce cadre-là et les forces de sécurité, parfois peut-être même laissent faire. Parce que il y a eu, bon, officiellement on a dit un mois, mais le problème c'est quoi? On a peu d'investisseurs. On se plaint, c'est vrai, de la manière dont ils travaillent et tout ça. Mais la violence fait fuir tous les investisseurs. Et après, on va le laisser avec le bauxite. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple? J'avoue que je regrette, ce n'est pas seulement à Bokeh, mais n'importe où aujourd'hui, il y a une culture de violence, surtout de notre jeunesse, que je trouve franchement inquiétante. Cette culture de violence. On ne sait plus comment leur parler à ces jeunes. Ils n'ont plus de respect pour les sages. Ils n'ont plus de respect pour leur maman. Ils n'ont plus de respect pour leur papa. Personne ne peut plus leur parler. Et ils parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Ils ne savent même pas quelle est la meilleure partie qu'ils peuvent tirer de ce qu'ils revendiquent. Ils demandent tout simplement, nous voulons du travail. Écoutez, c'est vrai que pour exploiter une mine, il faut des ingénieurs. Mais quand tu n'as pas une formation d'ingénieur,
Fut-il, même si ta case est sur la mine, on ne va pas quand même toi te prendre. Peut-être que l'État en a formé insuffisamment. Non, ce n'est pas parce que l'État en a formé insuffisamment. Je disais tout à l'heure dans le bureau de votre directeur, quand moi je faisais le certificat d'études, quand je préparais, j'étais obligé d'aller surveiller le champ. J'ai coupé des grosses feuilles de bananes, je faisais le tour du champ sur des fines pluies et j'apprenais ma leçon. Ça, c'était un sens de responsabilité et du devoir. Malheureusement, et je le disais, nos jeunes d'aujourd'hui connaissent beaucoup plus à propos de Barça et de Real Madrid et de leurs joueurs que de leur propre famille. Il y a aussi une démission de la part de nous les parents. Il y a un moment donné où on doit pouvoir dire tu ne sors pas comme ça de chez moi. Ou si tu sors comme ça, tu ne reviens pas. Mais tu vas avoir des jeunes tressés, rasta, avec des boucles. Ça ne fait pas partie de notre culture. Ils sortent devant leurs parents, ils reviennent sous, et on trouve ça que c'est normal. On dit aujourd'hui, oui, les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui correspondent aux parents d'aujourd'hui. Notre invité, honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous faisons une radioscopie de la situation sociopolitique de notre pays. On va à présent aborder le chapitre politique de cette émission. On s'intéresse pour commencer, Ouri, à la tournée de la Cellou d'Alain Diallo à l'intérieur du pays. C'est lui qui regagne Conakry ce dimanche. Absolument, une tournée qui apparemment dérangerait. On a suivi des étapes où il y a eu un peu d'échanges chauds entre le chef de file de l'opposition et les autorités locales qui, semble-t-il, on voulait lui interdire de mobiliser ces gens. Alors, quel regard vous portez sur cette mobilisation? Ça rentrait notamment dimanche qui se prépare. Non, je crois que la loi ou la charte des partis n'est pas très claire là-dessus. En période, qu'est-ce qu'on peut faire en période électorale ou en période non électorale? Vous savez, je parlais toujours de culture. Ces réceptions sont généralement assimilées à des marches. Et ça peut dégénérer quand ce n'est pas encadré. Je reproche que le professeur dise, ce n'est pas un slogan quand il dit qu'il a eu un pays, il n'a pas eu un État. Mais je me demande, est-ce qu'il a suffisamment fait pour qu'on ait un État? Le respect de l'autorité de l'État, ça passe par un certain nombre de faits. Je suis de Kiroane, mais au commissariat de Kiroane, on a le commissaire, son adjoint et un agent. Ne me parlez pas des forces de l'ordre là-bas quand il y a quelque chose à faire. Quand on a toute une préfecture minière, qui n'a que 10 gendarmes, ils ne peuvent rien. Et quand ils n'ont qu'un véhicule, ils ne peuvent rien. Vous regardiez tout à l'heure le budget de l'armée pour dire c'est 1600 milliards, mais c'est très peu pour pouvoir reconstituer l'armée guinéenne et la doter, l'équiper, la doter de tous les moyens. Pendant la première République... Vous voulez dire que le chef de file a violé un peu les principes... Non, je dis pas, je dis que la loi reste muette là-dessus. Est-ce qu'on est autorisé à faire ce qu'il fait quand ce n'est pas une période électorale? Non, mais dans le cadre de l'exercice normal des activités politiques... Maintenant, il peut aller rencontrer ces structures. Mais maintenant, il est en train de tenir des meetings comme s'il était en campagne, pour pouvoir faire passer des messages. Et des messages qui sont souvent très incompris. J'étais avec lui à Kiroane. Bon, on a vu les images. Voilà, j'ai offert un petit déjeuner à lui et à ses troupes. C'était un ami. Mais je lui ai dit, vous êtes chez vous en Guinée, vous êtes guinéen, mais ici n'est pas votre fief. Et il s'en est rendu compte. Mais on a commencé à parler depuis Beila jusqu'à ce qu'il arrive à Kiroane. Il n'a pas mobilisé à Kiroane? Pourtant, il a fait un score plus qu'honorable à Kiroane lors de la dernière présidentielle. C'était autour de 20 000 voix. Oui, sur 150 000. Oui, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ça, c'est beaucoup déjà. Mais je l'ai dit que ce n'est pas les Luma, ce n'est pas... Que vouloir faire des marches, vouloir faire des réceptions, vouloir faire des meetings et passer des messages à une période qui n'est pas électorale peut poser des problèmes parce qu'on n'a même pas de force de l'ordre pour pouvoir encadrer ce genre de manifestations. Ils n'ont pas suffisamment de moyens à l'intérieur pour encadrer ce genre de manifestations. Heureusement, qui termine maintenant, il n'y a eu d'incident nulle part. Je crois que aussi les Guinéens ont beaucoup appris.
Mais c'est là où où l'opposition peut se faire l'illusion. Nous sommes Guinéens, on s'aime. Il a été reçu partout où il est passé. Mais quand on croit que ça, c'est des électeurs, c'est une illusion. Ces foules-là, au cœur. Souvent, il le dit. J'ai été tellement bien reçu. Il a été bien reçu à Sigri, c'est une première quand même. Ça vous inquiète voilà. du Cette côté de la mobilisation, majorité? Non, moi, au contraire. Il a tenu un grand meeting Non, aussi à Kankan. au contraire, j'apprécie ça. Parce que ça veut dire que les Guinéens s'acceptent mieux. Ça veut dire que les Guinéens s'acceptent mieux. Et ça veut dire que Fodé Oussou va accepter que le procès Alpha Condé en tant que président de la République aille aussi au Fouta. Quand il a dit, il va au Fouta, il connaîtra c'est quoi le Fouta. Alors, il faut qu'on accepte l'implicite derrière tous les Guinéens. ce propos de Fodé Oussou, vous pensez que c'est une menace? Non, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas aimé au Fouta, il ne doit pas y aller. Alors, il faut qu'on accepte que tous les Guinéens puissent aller partout où ils vont. Cela ne correspond pas au bulletin, cela ne correspond pas à Sigri, par exemple. J'ai vu une image où on dit, les sages de Sigri disent que ce qui manquait à Sigri pour être président, c'était leur bénédiction, ils lui donnent leur bénédiction. Et le lendemain, c'est le Soti Kemo qui met le pendule à l'heure, qui dit aussi longtemps que le professeur Alpha Condé vit, il a le soutien du vestibule. La deuxième fois là, c'est ça le vrai message de Sigri. Bien, notre invité, honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Nous marquons une pause, une courte pause, et derrière on revient à venir. Crise à la CENI, accord du 12 octobre, nouvelle manifestation projetée par l'opposition républicaine, nouveau code électoral. On parlera aussi du débat pour un éventuel troisième mandat pour l'actuel locataire du palais sectoriel et de la présidentielle française. Dans un instant, on revient. Retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission Club de l'Actu qui reçoit pour vous ce dimanche M. Amadou Damaro Camara, honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Avec lui, donc, nous passons en revue l'actualité sociopolitique de notre pays. On va à présent parler de la crise à la CENI. Oui, M. Damaro, il y a comme une sorte de perpétuel recommencement au niveau de la CENI. À tout moment, ce sont des crises. À tout moment, ce sont des crises. Alors, vous, de la majorité, à la fin, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse vraiment donner une autre configuration ou de toute façon pour qu'on puisse taire la crise au niveau de la CENI. Est-ce que d'ailleurs, pour vous, il y a crise à la CENI? Bon. Ou bien c'était de la poudre non, il y a... je reproche, je ne suis pas très fier de notre classe politique, y compris de moi-même. Nous avons toujours fait les lois pour les futures élections, pas pour les futures générations. J'étais membre du CNT quand on a fait la loi 016 sur la CENI. Nous avons voulu faire une CENI technique. Tous les leaders nous ont dit jamais nous serons d'accord. Parce qu'il y avait un problème de patronyme. On prend Barry, on dit oh là là, tout de suite, c'est ça notre défaut. On le met tout de suite dans un camp à cause de son patronyme. Ah, c'est Mara ou ces choses. Non, il est dans un autre camp. Nous avons fait la loi 016. La loi 016 a un défaut aujourd'hui. C'est que la loi 016 dit que les commissaires ne sont pas reconductibles après 7 ans de mandat. Les 7 ans de mandat tombent sur 2019. Et ce sont les commissaires qui sont les directeurs, donc qui ont l'expertise du processus électoral. Imaginez-vous qu'en 2019, que toute la CENI parte, si cette loi 016 reste, et qu'on ait une toute nouvelle CENI, une nouvelle génération, et que 8 mois après, on demande à cette nouvelle CENI d'organiser des élections aussi essentielles que les élections présidentielles en 2020. Qui peut prendre ce risque? Qui doit prendre ce risque pour notre pays? Non. Donc, il est nécessaire d'avoir une loi sur la CENI. L'opposition, sa revendication était que ces 10 membres ne répondent plus à leurs injonctions, ne sont plus avec eux. Même si la loi disait, une fois là-bas, on ne doit plus
appeler ou répondre à des injonctions de ces structures d'origine. Donc ça c'est un. Deuxièmement, la CENI aujourd'hui n'a même pas de loi électorale encore. En fonction de quoi, donc, elle peut travailler. La CENI, je ne crois pas, si elle a eu son budget. On lui demande de faire des choses. Nous avons une CENI qui doit engager à la veille de chaque élection plus de 100 000 personnes, les démembrements, qu'elle doit payer. Mais dès après les élections, les démembrements sont dissous. Et la prochaine élection, on doit encore en recruter, en former, etc. etc. Nous n'avons pas besoin d'inventer la roue. Ça marche au Ghana, ça marche au Burkina. La CENI du Burkina a survécu à Blaise Compaoré. Qu'on appelle au Ghana, a survécu à plusieurs présidents. Faisons comme eux. Une administration électorale. Une administration électorale. On ne peut pas autrement. La loi qui est actuellement à l'Assemblée, elle vise à conduire à cela? Non, justement, elle est même plus politique que ce qui existe. La proposition de loi de l'opposition dit quoi? C'est l'opposition qui a fait la proposition. Oui. Demande à ce qu'on réduise de 25 à 11 commissaires. Et que ces commissaires soient désignés par les groupes parlementaires. Ça ne peut pas être plus politique que ça. Oui. Et qu'est-ce qu'on va avoir à la CENI? Un genre de conseil d'administration et des techniciens. Mais les techniciens qui doivent exécuter que ce que le conseil d'administration leur dit de faire. Et si on n'est pas d'accord? Ce sont les 11 qui font le conseil d'administration. Voilà. Et si ces 11-là, qui sont composés essentiellement des RPG et de l'UFDG, ne s'entendent pas, les techniciens ne pourront jamais rien faire. Et il ne faut pas aller dans ce sens-là. J'ai lu, après la rencontre du président et du chef de file de l'opposition, que des experts de l'OIF des experts de l'OIF doivent venir nous voir pour pouvoir nous aider à faire une loi. J'avoue que c'est bien, mais je suis sûr que si on décide du genre de CENI que nous voulons, nous pouvons faire une loi ici. Mais qu'ils viennent ces experts, nous leur souhaitons la bienvenue. Maintenant, le problème à la CENI, c'est que avant l'abrogation de cette loi, avant l'amendement éventuel de cette loi, on a voulu, certains petits malins ont voulu que une partie des attributions de la CENI aille au ministère de l'administration. Au ministère, au titre de quoi? Où sont ces petits malins à la CENI. À la CENI et en dehors de la CENI. C'est ce qui a créé la crise actuelle. Mais absolument. À la CENI, dont on parle. Bon. Il y en a aussi qui voient le noir du président Alpha Condé, de la présidence, derrière cette crise qui s'écoule à CENI. Oui, mais vous voyez, vous savez, c'est ça le problème. Le pauvre Alpha Condé, c'est que moi, je suis le président du groupe de la majorité. Quand j'ai besoin d'informations, je me déplace. Je vais voir Bakary et je lui pose des questions. Souvent, ça prend 2 heures, 3 heures. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Explique-moi ça. Et je ne me limite pas à lui. Je consulte d'autres commissaires. C'est ce que je disais au début de l'émission. Il faut avoir la bonne information. Le pauvre est là-bas, il n'a pas de budget. Le président de la CENI? De la CENI. Et les fameux 15 milliards dont on parle, qui sont impliqués de budget. Vous croyez que 15 milliards... Il ne faut même pas le fonctionnement de 2 mois. Oui, le fonctionnement, imaginez-vous que c'est 2 milliards et quelques par mois, rien que pour payer les démembrements. Ça dépend de vous, puisque vous ne l'avez pas mis dans le budget, je veux dire, de la CENI. Non. Vous n'avez rien proposé. Le budget électoral, c'est 400 milliards. Ça peut être dans les dépenses communes. Mais il faut que la CENI ait une loi électorale. Il faut que la CENI ait au moins une période pour les élections. Un chronogramme? Non, pas un chronogramme, mais au moins une indication pour les élections. Mais que l'on veuille, en dehors de la loi, prendre des attributions pour les envoyer n'importe où, ce n'est pas possible. Et le président de la République ne peut pas le faire. Mais certains pensent plutôt que cette loi, cette proposition de loi qui est à l'Assemblée et qui doit donc réformer la CENI, que c'est cette loi qui inquiéterait
les membres de la CENI parce qu'ils verraient derrière l'adoption de cette loi la fin de leur mandat qui pourtant ne devrait prendre fin qu'en 2019. Nous pouvons l'amender, c'est ça notre rôle. Et de toute façon, l'opposition ne peut pas faire passer cette loi sans nous. Donc, la condition que vous allez poser, c'est qu'on laisse l'actuel CENI jusqu'en 2019? Justement, non. Il y a 3 grandes dispositions dans cette loi. C'est la limitation du mandat. C'est la non-demande de la part des commissaires, des instructions de la part de leur structure d'origine. Et aussi, si, pour une raison ou pour une autre, un commissaire refusait de participer aux travaux et qu'il n'en reste que 3, les 3 peuvent délibérer en toute légitimité et en toute légalité. C'est ce qui a donné même cette stabilité à cette CENI. C'est pourquoi on l'a introduit, parce que la CENI d'avant, à la moindre des choses, on disait retirez-vous. Et on se retirait, on venait dans les états-majors des partis et on attendait qu'on redonne des instructions pour revenir. C'est ce que nous avons voulu corriger au CNT, les politiques n'ont pas voulu. Nous n'avons pas de prédisposition. Mais il faut, je suis allé jusqu'à proposer à la classe politique qu'on ait cette année sabbatique pour doter le pays de vraies lois électorales pérennes. Pendant ce temps, on a... Mais je suis aussi... On peut... Parce que le manque de bonnes lois nous amène toujours vers des élections, des mauvaises élections. Mais monsieur Damaro, le problème c'est pas nos lois. Le problème c'est pas nos lois. Parce que une loi, même quand elle est mauvaise, si elle est bien appliquée, ça peut nous aider quand même à avancer. Mais c'est que vous allez voter cette loi et vous, monsieur Damaro, vous allez certainement encore céder sous la pression de la rue, de l'opposition, ainsi de suite, et vous allez faire des deals politiques comme ça tout souvent été le cas. Et puis après, vous allez violer cette loi. Je peux vous faire une confidence ou bien une promesse qu'il marche pendant 20 ans. Nous ne ferons plus jamais de loi sous la pression de la rue. Aussi longtemps que nous ne sommes pas convaincus que cette loi sera bonne pour le futur, nous n'allons pas voter. Mais vous l'avez fait, vous l'avez fait à l'Assemblée. C'est pas vous qui décidez. À l'Assemblée. Non, je vous dis à l'Assemblée. Mais récemment, le code électoral, on en viendra. J'ai toujours écouté. Vous savez, depuis très longtemps, je n'ai pas beaucoup parlé. Mais j'ai entendu tellement de choses à propos de ce code électoral que je me demande, est-ce qu'ils sont en Guinée? Est-ce qu'ils ont pris le temps de le lire? Nous allons en arriver tout à l'heure. Donc justement, ces manifestations qui sont projetées par l'opposition, elles ne vous inquiètent pas? Et l'opposition... Pas du tout. Est-ce que vous comprenez leurs revendications? Quand ils se plaignent de la non-tenue et de la non-tenue notamment des élections. Quand on parle des accords du 12 octobre, vous savez, il est plus facile d'écrire des choses dans les accords que de les réaliser. Prenons les indemnisations. On dit que c'est des indemnisations des victimes, des cas de décès, pour les élections, lors des élections législatives de 2013. Imaginez-vous, même si c'est 1 million qu'on donne, ça ne peut pas faire revenir les victimes. Mais que l'on indemnise celui qui a eu son fils mort, ou son père, ou son frère, en 2013. Et qu'on dise à celui de 2014, ton père ou ton frère, ton fils n'est pas mort à bonne date. On les considère. Pourtant, vous étiez là. Non, attendez. Quand vous signez, quand vous signez, vous avez un compromis autour. Attendez. Vous savez, c'est moi qui ai proposé. Attention. Si vous faites ça, à vous-même, vous allez vous créer plus de problèmes qu'on règle, qu'on ait des solutions. Vous les aviez mis en garde. Mais absolument. Je l'ai mis en garde. Et même dans le comité de suivi, j'ai suggéré qu'on étende sur toute la période depuis 2011 jusqu'en 2016. On a dit, ah non, c'est fantaisiste. J'ai retiré ma proposition et j'ai dit, je ne supporterai plus. Ça, c'est un. Ces indemnisations, il faut prouver qui est victime pour être indemnisé. Nous n'avons jusque-là, au niveau du comité de suivi, qu'une liste partielle.
qu'une liste Mais c'est partielle. l'État Ça, c'est un. qui prend les dispositions pour identifier ces Pour personnes. identifier. Non, ce n'est pas l'État qui doit déterminer. Quand tu dis j'ai été victime, tu amènes le nom, la date de naissance, le Mais c'est lieu de l'argent vie. de l'État qui laisse. Non, attendez, vous voulez de l'information. Pas pour vous d'ailleurs, mais pour vos auditeurs et vos téléspectateurs. Nous avons budgétisé. Je n'annoncerai pas le budget, mais c'est prévu, ces indemnisations sont prévues. Il s'agit, quand l'opposition dit, il y a eu 40 morts en 2013. Très bien, nous sommes prêts à les indemniser. Envoyez-nous la liste et les circonstances du décès de ces 40 Des morts. certificats de décès? Non, je dis les circonstances du décès de ces 40 morts. Les preuves. C'est les enquêtes de police qui peuvent peut-être prouver ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire juste du jour au lendemain. Vous êtes d'accord avec moi? On a mis dedans, mais pour l'application, ça prend du temps. Et vous savez que c'était un piège. Non, Parce qu'on nous a pas écoutés. c'est eux qui ont demandé à ce qu'ils soient indemnisés. On a dit OK. Aujourd'hui, l'État a pourvu des dispositions pour qu'ils soient indemnisés. Mais qui on doit indemniser? Il faut les trouver. Qui sont ceux qui sont paralysés à vie ou qui ont des handicaps à vie? Il faut avoir ces listes. Un. Deuxièmement, c'est aussi extrêmement sensible. La Guinée a connu beaucoup de violences politiques. Pourquoi on indemniserait une partie et ne pas indemniser les autres? Moi-même, j'ai été victime à un moment donné. Mais nous avons dit, malgré tout, faisons pour ceux-là. Mais au moins qu'on nous dépose cette liste. Nous ne l'avons pas encore. Deuxièmement, un autre point, c'était des prisonniers arrêtés lors de ces manifestations. Il n'y en a plus aucun en prison. Non, pas un seul désormais en prison. Cette commission a fini. Troisièmement, on nous a dit le code électoral. Nous avons voté un code électoral. Le code électoral est aujourd'hui sur la table de la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas... Vous le confirmez? Absolument. Il a été transmis par le président. Absolument, je confirme que le code électoral et la bonne copie est aujourd'hui sur le bureau de la Cour constitutionnelle. Et nous n'avons pas les moyens, nous, ni par la loi, ni pour dire au président de la Cour constitutionnelle, va vite. Ce n'est pas de notre... Il y a un délai. Donc cela a été aussi fait. Troisième disposition, on dit qu'il faut une loi sur la CENI pendant la session d'avril. Nous sommes en session d'avril. Nous ne l'avons pas terminé encore. Donc je ne vois pas en quoi les accords ne sont pas appliqués. C'est un processus qui est en cours. Le fichier électoral, nous avons fait, nous, au comité de suivi. Le président déplore le fait que jusqu'à date, aucun opérateur n'a été recruté pour faire ce travail. Tout simplement parce que on a demandé à ce que la CENI vienne. La CENI, d'abord, n'est pas membre du cadre du dialogue. Ou plutôt, elle refuse d'y... Non. La CENI n'est pas membre du cadre du dialogue. Comité de suivi. Non. Et la CENI, si on lui reproche son travail, la CENI ne peut pas venir avec nous aider à contrôler son travail. C'est nous qui reprochons des choses à son travail. Donc, que l'on mette sur le papier ce que nous reprochons et ce que nous voulons savoir. Et il y a eu une sous-commission dans le comité de suivi qui s'est occupée de ça. Et cette sous-commission, malheureusement, a annoncé, a informé seulement la plénière du comité de suivi, comme quoi les TDR sont prêts et on va les envoyer à la CENI. Arrivé à la CENI a trouvé qu'il y avait en la matière des insuffisances. Et la CENI a écrit au comité de suivi. Malheureusement pour le mois de mars, moi qui conduis la délégation de la mouvance, j'étais absent. Et Aliou Condé qui conduit la délégation de l'opposition était malade. Il a même été opéré 2 fois en Afrique du Sud. On a connu du retard. Parce qu'il y a un problème de présence et de suivi de ces gens qu'on menace donc que, alors qu'ils sont au comité de suivi, que ce n'est pas respecté. Mais je me demande qu'est-ce qu'on doit respecter et quand. Est-ce que vous pensez qu'ils sont de mauvaise foi, l'opposition? L'opposition manque souvent d'arguments, manque de repères et n'a que les manifestations pour arracher des choses.
Elle a pris l'habitude. Oui, parce que justement, il faut qu'elle arrache des choses. Mais la démocratie, je le dis, je le répète, c'est la dictature de la majorité dans le respect de la minorité. Qu'elle ne peut pas avoir obtenu. Vous pensez que vous les respectez suffisamment? Non, suffisamment. Quand ils pensent qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas avoir une loi à l'Assemblée, ils vont dans les manifestations pour l'obtenir. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Maintenant, Trump est en train de faire changer Obamacare. Ils n'ont pas manifesté, l'opposition américaine. Ils ont attendu qu'ils aient la majorité à l'Assemblée pour pouvoir la changer. Notre opposition ne fait pas ça. Bien. Notre opposition va dans les rues pour pouvoir obtenir des lois à l'Assemblée nationale. On va évoluer. Il ne reste plus que 5 minutes avant la fin de cette émission. On va évoluer sur d'autres aspects. Oui. C'est un sujet qui continue encore à délier les langues. La fameuse question de 3e mandat. Il y en a parmi vous de la mouvance qui continue à soutenir le sujet. Et le président, jusque-là, encore ne dit rien là-dessus. Alors, on entend des discours de lui qui font croire comme s'il est lui-même encore inscrit sur ce chemin-là. Alors, qu'est-ce que vous en dites encore aujourd'hui? Donc, vous êtes dans l'extrapolation. Le président n'a rien dit, vous le dites vous-même. Il n'a rien fait, vous le dites vous-même. Mais le fait moi, je suis constitutionnaliste. Le fait qu'on lui pose la question à plusieurs occasions et qu'il et qu'il refuse même d'y répondre et qu'il aille jusqu'à vouloir s'inspirer de certains pays asiatiques, l'Asie du Sud-Est. Moi, je suis cela n'entrevoit pas. Moi, je suis ne vous laisse pas entrevoir. Moi, je suis constitutionnaliste. Dans ce sens, hein? Moi, je suis constitutionnaliste. La constitution d'aujourd'hui dit 2 mandats. S'il y a une constitution demain qui dit 20 mandats, je respecterai la constitution. Vous militez pour une nouvelle constitution pour changer celle actuelle? Mais il y a énormément de choses à changer dans notre constitution. Vous étiez membre du CNT. Comme malheureusement, j'étais membre du CNT, oui. Mais j'étais à la commission CENI. Je n'étais pas à la commission constitutionnelle. D'accord. Voilà. Et encore qu'il y a des problèmes à la CENI aussi. Donc c'est vous qui avez fait cette loi. Mais justement, vous faites partie des gens. J'étais partisan de faire une CENI technique. Vous savez qui est le premier nous a écrit? C'était Sidia. Il nous dit: je ne serai pas d'accord sur ce que vous proposez de proposer. C'est lui est venu personnellement, avec une forte délégation, comme il en a l'habitude, pour dire à Sera Diallo, pour dire: je ne suis pas d'accord. Il a dit: ok. Le président de la République, en fin de compte, a dit: je ne serai pas d'accord. Mais nous faisons une CENI pour la classe politique. C'est toute la classe politique. Sur la question du 3e mandat, pourquoi le président Alpha Condé, comment vous comprenez ça? Pourquoi il reste-t-il lié sur cette question alors que... Mais pourquoi vous voulez me mettre dans la peau du président de la République? Tous ces pères quand même se sont prononcés. Issoufou a dit qu'il n'est pas irremplaçable au Mali, en Côte d'Ivoire. Mais le président on dit clairement qu'il resterait dans les limites constitutionnelles de leur mandat. Le président n'a pas dit qu'il est irremplaçable. C'est un être humain. Il peut mourir n'importe quand. Il n'a pas de contrat avec Dieu. Je dis que moi, si vous me posez la question, je suis constitutionnaliste. Aujourd'hui, il y a une constitution qui limite les mandats à 2. Ça veut dire, ça veut dire qu'en si 2020, Alpha Condé doit plier bagage. Si c'est cette constitution, oui. S'il y a une autre constitution qui dit qui ne limite pas le mandat, ben, je serai encore constitutionnaliste. Je vais vous dire rapidement quelque chose qu'on reproche qui est une des insuffisances de cette constitution. C'est la représentativité, par exemple, à l'Assemblée nationale. Matoto, où vous êtes, a 600 000 électeurs, un député à l'Assemblée. Kaloum en a 40 000, un député à l'Assemblée. Vous croyez qu'on est suffisamment représenté? Non. Allez-y. Ce n'est pas fait. Ça, c'est la Constitution qui l'exige. Monsieur Damaro, on vous comprend. De toute façon, même le président de la République, la loi n'exige pas qu'il se prononce sur est-ce qu'il va se présenter ou pas. Donc, il peut ne pas se présenter ou il peut ne pas en parler. Mais vous, monsieur Damaro, est-ce que vous pensez que M. Alpha Condé mérite un autre mandat que celui qu'il a? Si c'est mon opinion que vous demandez. Oui. Mais pourquoi vous voulez que je me prononce à la place du peuple? S'il est candidat, je voterai encore pour lui. Non, si c'est moi. Non, c'est que vous me demandez. Vous, par exemple, si vous demandez, vous êtes président du groupe parlementaire, vous êtes ami à lui, j'imagine.
et il me dit, est-ce que vous pensez que je peux encore être candidat ou tout ce qu'on mette les Moi, moyens. je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il meurt. Ah ouais? Si vous voulez mon opinion. Jusqu'à ce qu'il meure, avant 2020, même après 2020. Non, mais écoutez, je ne sais pas C'est comme dans quelle langue Parce vous que voulez comme que vous je l'avez dit, la vous langue dise. peut devenir Mais au même moment, J'ai on vous a lu dans une interview chez nos confrères de Guinée Matin où vous n'avez pas caché vos ambitions d'être président de la République, pourquoi pas? Oui, mais si je dois être président de la République, je n'ai pas dit que je serai candidat en 2020. J'ai dit, et je paraphrase De Gaulle, qui dit que le pouvoir, c'est la rencontre de l'ambition et de l'opportunité. L'ambition de gouverner la Guinée, Vous l'avez. l'ambition de gouverner même l'Afrique, je l'ai. Mais je ne me rase pas chaque matin en pensant il faut que je sois président, comme mon ami. Mais vous avez eu une opportunité, Comme mon ami- comme vous avez mon une ami opportunité Céline. en 2020 Non. parce que Alpha Condé, qui est le fondateur du RPG, ne doit pas être candidat au visa de la Constitution. Ben- Donc vous avez une opportunité en 2020 d'être Ben, candidat. j'attends, Il y a une opportunité donc. voilà, j'attends cette opportunité. Est-ce qu'il Mais a si aussi- je ne l'ai pas, franchement, ça ne m'empêche pas S'il de... ne se de- prononce de- pas, est-ce qu'il n'a pas aussi peur de la guerre de succession qui pourrait fragiliser son Parce pouvoir? qu'entre autres, quand- Camaro en a l'ambition, par exemple. Mais Ça prouve qu'il y a... Mais en même temps, il y a non seulement... ça met le camp présidentiel dans non seulement dans une Damaro, posture difficile. mais hein. je suis sûr qu'il y en a des dizaines. La dernière fois, c'était 24. Après, on a eu 8. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Est-ce personnes qui qu'à la veulent. mouvance Alpha Out en 2020, pour vous, qui pourrait être le meilleur Ticket gagnant. Celui que le peuple a choisi. Non, il faut être candidat. Il faut être candidat. Oui, mais il faut être candidat. candidat On aussi. peut être candidat. Macron, il a quitté le Parti Socialiste. Hein, il a quitté le Parti Socialiste. Vous imaginez ce genre de scénario en Guinée? Non, absolument. il a- Quand tu es candidat, Absolument. parce que- Absolument. Quel reproche vous faites au parti traditionnel, Si- alors, dont le vôtre? Mais le RPG? attendez, si en 2020, Cellou n'est pas élu, vous croyez qu'il n'y a pas d'autre ambition à l'UFDG? Non, je veux Oui, mais Macron je veux va sans un parti traditionnel. Vous citez Macron, ça veut voilà. dire que vous pourriez Mais vous croyez- faire défection et être candidat Voilà, pas sous les coups sans de le RPG. J'ai dit que ceux qui veulent être candidats, qui ne sont pas choisis par le parti, peuvent aller par eux-mêmes. C'est votre plan B? Non, Si jamais vous je n'êtes dis que je ne me rase pas le matin en pensant qu'il faut que je sois président. Comme c'est loup. Comme celui qui pense tous les jours. Alpha- Il est Alpha- même très pressé. Et qui pense tous les Alpha jours. pas candidat en 2020, vous serez en lice pour la présidentielle? Si le RPG trouve que je suis le ticket gagnant, pourquoi pas? Et si vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas choisi par le RPG, vous Mais ne- je choisirai le candidat choisi par le RPG. Vous n'allez pas faire comme Je M. suis- Macanera je suis- quand ça ne marche pas à l'intérieur et puis vous allez voir ailleurs. Oui, bon, vous savez, Macanera. Macanera, On qu'est-ce sait- que ça vous vous fait rire. qu'est-ce que vous On pensez sait- on le fait à Kilomane. Qu'est-ce que ça vous vous pensez fait de rire? lui? Hein? Voilà, Qu'est-ce oui, que vous C'est pensez une de lui? grande gueule. Ah, d'accord. Voilà. Alors, on parlait de Macron, on parlait de Macron tout à l'heure. C'est une perte pour le RPG. Ouais. que- Perdre une grande gueule en politique, ça compte. Pas de manière significative. Ah, Tout à Vous l'heure, on savez, parlait- ça ne suffit pas à une personne. Quelle que soit sa gueule, il a qu'un bulletin. Et ce qui compte en politique, combien sont derrière Mais lui. avec sa gueule, il peut ratisser plusieurs bulletins aussi. Je ne crois pas. Il n'allait pas le faire pour Cellou, il allait le faire pour lui-même. Peut-être Je suis sûr- avant- Mais il est leader d'un parti. Peut-être avant la Oui, dernière- peut-être qu'il sera Il est membre de la candidat. l'opposition, Peut-être qu'il sera candidat. Avant la dernière question, qu'est-ce que vous pensez de Paul Moussa Diawara, qui est quand même un jeune leader, qui est allié La mouvance. à votre mouvance? Apparemment, il vous dérange. Il fait des meetings jusqu'à la Sigmadina, qui est quand même un fief traditionnel du président Alpha Condé, qui est oublié aujourd'hui, qui a des difficultés, cette Sigmadina. Moi, je crois que il y a un besoin de clarification au niveau de Paul. Où il est associé, il travaille pour le RPG, il se déclare comme tel. Où il travaille pour son parti, il se déclare comme Non, tel. il travaille comme allié du RPG. Non, quand on est allié, il y a une ligne à suivre. Mais il y a la On a Copam. Il y a plusieurs. la Copam, c'est Quelle ligne? c'est Voilà. une structure alliée. Non, de concertation. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On ne fait pas ce que je fais et en disant je le fais pour vous. Il a des ambitions personnelles. Voilà, peut-être. Vous pensez Il qu'il a improvise. des ambitions? Mais Dernière pourquoi question pas? sur la présidentielle La française. présidentielle française, justement, on parlait de C'est Macron dimanche, tout à oui. l'heure, on parlait de Le Pen. Vous êtes habitué à cette actualité française. Alors, quel est votre choix? Ou sinon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de ce second Il est tour? Non, franchement non, compromis, écoute, il sera élu aujourd'hui. C'est un peu ça encore, mais déjà,
c'est un progrès du Front National. Son père, quand il a été au deuxième tour contre Jacques Chirac a gagné avec 82%. Aujourd'hui, les sondages, c'est que Macron va gagner avec 61%, c'est qu'il y a, il y a une forte progression. Il y a une forte progression du Front National. Que Dieu nous en garde. Que l'on arrive encore aux extrêmes au pouvoir en Europe. C'est comme ça que Hitler est arrivé. Il y a une différence entre patriotisme et nationalisme. Patriotisme, c'est l'amour de son pays, et nationalisme, c'est l'exclusion des autres. Bien, pour terminer, parce qu'on n'a plus que 10 secondes, comment vous entrevoyez la politique africaine d'Emmanuel Macron Ça ne changera en rien. Ça ne changera en rien. L'Afrique est un pion pour les Occidentaux. Même pour la Guinée, Alpha Condé l'a reçu récemment. Oui. Même pour la Guinée. Le président Alpha Condé a des entrées dans la politique française. Il y est resté pendant 60 ans. Il n'a fait que de la politique. Il a ses entrées, il a ses relations qui sont très importantes. Et quand il a reçu Macron, tout le monde ici a dit c'est Macron le futur président. Parce qu'il connaît très bien la politique française. Bien, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission Club de l'Actu qui a reçu pour vous ce dimanche honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'être venus débattre avec notre invité à qui nous disons grand merci. Merci d'être passé. Il était d'ailleurs accompagné de sa fille donc, qui est en vacances. Merci à vous qui nous avez regardés à la télévision depuis Bokeh Centre. Au revoir, portez-vous bien.